pourrais retracer un petit peu ce qui a été fait sur les différentes actions qui ont été menées du point de vue juridique. Moi, je suis rentré dans le dossier de façon assez récente, ça fait 2-3 ans, 3 ans. Depuis 2013. Voilà, ça fait 3 ans. D'abord sur le dossier de la tourterelle. Alors, très simplement, qu'est-ce qui s'est passé sur le dossier de la tourterelle? Vous m'entendez pas? Oui. Sur la tourterelle, on a réexaminé un dossier qui semblait fermé. Effectivement, 94, chasse de retour est impossible. Néanmoins, en 2009, le droit européen s'est assoupli. En tout cas, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne s'est assouplie en prenant en considération le fait, notamment à Malte, puisque c'était le dossier qui était examiné par la Cour de justice, qu'une chasse de petit nombre sur la période de retour était possible sur le fondement de l'article 9.1c de la directive oiseaux, évidemment à condition que l'espèce considérée soit en état favorable de conservation. C'était évidemment une condition essentielle. Donc ce qui a changé, on est passé d'un état du droit qui ne permettait pas en fait d'exception au principe de l'article 7.4 de la directive, c'est-à-dire interdiction de la chasse de retour, ce qui avait été confirmé par les juridictions nationales. Les juridictions nationales avaient dit non, dès qu'il y a des oiseaux qui sont sur le chemin du retour, on n'y touche pas, à une approche qui était beaucoup plus flexible et qui permettait la mise en œuvre de cette dérogation 9.1c. Donc on restait dans le cadre de la directive oiseaux et on autorisait les pays à organiser une chasse fondée sur le principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'on fixait un quota sur l'automne, et si ce quota n'était pas chassé en automne, on permettait une extension raisonnable sur la période de retour. C'est ce qui a été mis en place à Malte pour la tourterelle et la caille des blés. Ça a duré depuis... ça dure toujours, mais avec, on va dire, avec des difficultés aujourd'hui. On va vous dire pourquoi. Mais ça crée un précédent, c'est-à-dire qu'il y a eu donc une vraie évolution de l'approche du droit européen sur le sujet, et nous, on s'est engouffré derrière cette évolution pour dire, s'ils chassent à Malte sur la base de ce mécanisme juridique-là, pourquoi nous on ne peut pas le faire? Donc c'est là où je pense que les difficultés ont commencé. On a fait une demande de dérogation au ministère, le ministère n'y a pas répondu, on a saisi le Conseil d'État, en invoquant évidemment la jurisprudence de l'Union européenne et le précédent maltais. Et ce qui s'est passé à partir de là, c'est que je pense que les organisations comme la LPO, etc., ont considéré que le précédent maltais devenait dangereux, puisqu'il donnait des idées aux chasseurs français. Et je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, finalement, la condition essentielle qui est l'état de conservation favorable de l'espèce, notamment qui peut être considéré par l'UICN, il a évolué. C'est-à-dire que de manière très récente, on s'est retrouvé avec une espèce qui n'est plus considérée en état de conservation favorable, et donc le critère posé par la Cour de justice de l'Union européenne n'est plus rempli. Et donc aujourd'hui, Malte, on demande à Malte d'arrêter la chasse à la tourterelle. Alors aujourd'hui, cette année, ils ont encore continué avec un quota plus réduit, parce qu'ils ont vu qu'il y avait une problématique, donc ils ont encore réduit le quota, je crois qu'il est tombé à 5 000 sur la chasse de retour. Mais aujourd'hui, la Commission européenne demande à Malte officiellement de cesser toute chasse de retour. Et donc le dossier risque de revenir devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et là, le juge européen va être contraint de constater que l'UICN ne classe plus l'espèce en état de conservation favorable et que donc ce qu'il a jugé en 2009 n'est plus valable. Et logiquement, donc, la chasse de la tourterelle à Malte va être interdite. Alors maintenant, il faut compter sur le fait que les chasseurs maltais sont largement soutenus par l'État maltais. Par l'État maltais, et donc ils ont quand même des moyens, ils ont une puissance de feu qui n'est pas forcément la nôtre pour débattre devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc on suit ça de très près. Donc on a voulu transposer ce mécanisme dérogatoire sur les oies. Ce qui s'est passé, la même chose, on avait saisi le ministère d'un projet de dérogation, le ministère est resté silencieux comme à son habitude, donc on a saisi le Conseil d'État pour que le ministère soit contraint d'y répondre. Et là, le ministère, finalement, a accepté qu'un dialogue s'instaure sur une dérogation qui concernerait les oies. Alors pourquoi?
Un, parce que l'année précédente, finalement, ils avaient tenté une dérogation mal fondée juridiquement, parce que c'était une dérogation scientifique, 9.1a, je crois. Non, ils avaient représenté, retracé, mais ils étaient partis sur l'autre solution satisfaisante. Oui, d'accord. Et donc, ils avaient, enfin en tout cas le ministère avait mis en avant le fait que l'espèce était en état de conservation très favorable, déjà. Donc, leur argument que nous opposait dans le dossier des tourterelles de dire que l'espèce n'était pas dans un état de conservation favorable n'était plus valable pour les oies. Donc je pense qu'ils étaient obligés quelque part de venir discuter un petit peu sur la dérogation des oies. Je crois qu'il y a aussi l'idée qu'en ouvrant le dialogue sur les oies, ils nous demandent implicitement d'arrêter de nous agiter sur les tourterelles. Il y a une sorte de deal, voilà, donnant-donnant. Maintenant, la dérogation sur les oies, donc la porte est ouverte au ministère, mais le combat n'est pas gagné. Pourquoi? Parce que nous, je pense que juridiquement, on a les bons fondements, donc le dossier d'un point de vue juridique est assez abouti. Néanmoins, on est encore une fois dans un mécanisme de demande de dérogation. Et donc, pour demander une dérogation, pour qu'une dérogation soit acceptable, il faut qu'elle soit extrêmement circonstanciée, mesurée, exceptionnel, voilà, il y a un caractère exceptionnel. Et donc il faut jouer sur le petit nombre, il faut sélectionner les territoires qui sont concernés, et il faut aussi justifier en termes de prélèvement sur l'espèce. C'est-à-dire qu'il faut avoir une visibilité la plus précise possible sur les prélèvements qui ont été faits en automne, et dans quelle mesure, enfin on est dans une logique de quota, et donc il faut pouvoir mettre des chiffres. Et il faut que ces chiffres, évidemment, apparaissent comme étant sérieux, justifiés, etc. Donc il y a un travail, on va dire, de collecte de données qui est à faire, et que le ministère attend, et il y a aussi un travail de sélection des territoires qui pourraient être concernés par la dérogation. Et moi, à mon avis, on ne peut pas demander au ministère d'organiser une dérogation pour 50, 60 départements, ça ne passera pas. Il faut être sur un nombre très, très restreint. Voilà. Et de la même façon, sur les données à collecter aujourd'hui, c'est-à-dire sur les prélèvements, il faut être le plus précis possible. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit être coordonné par la FNC, en tout cas facilité par la FNC. De la même façon que le ministère attend évidemment que la FNC soit partie prenante dans cette approche. Voilà, plutôt là où nous en sommes.